Nous continuons à parler de la manière de nommer les minorités et on va s'attarder sur une autre typologie des termes juridiques employés pour nommer les minorités et qui est celle basée sur un défaut de langage. L'onomatopée barbare est peut-être l'exemple le plus connu ayant été utilisé par les Égyptiens, les Grecs anciens, les Romains pour nommer toute personne qui ne parlait pas leur langue, comme le rapporte Hérodote. Les barbares sont représentés sur des bas-reliefs romains, Barbu et Camus, alors que même le nom qu'on leur donne fait allusion à un défaut de langage et donc de pensée, comme le disait Umberto Eco en 2011. Ainsi, un des premiers mots employés pour parler d'une minorité est donc issu d'une onomatopée dépréciative, renvoyant à une idée de la différence et qui est négative. À noter qu'au début, ce terme était neutre socialement et décrivait une réalité objective. La seule raison de moquerie est un ressenti dans les comédies grecques qui punissaient ainsi par le rire ceux qui parlaient mal le grec. Le Trésor de la langue française informatisée note l'étymologie en français de ce terme emprunté au latin barbarus, étranger, d'après l'usage grec, en parlant des Romains, puis de tous les autres peuples, comme le dit Plaute, signifiant au figuré rude, inculte, grossier, en particulier en rhétorique, comme le souligne Cicéron. Le latin lui-même étant emprunté au grec barbaros, étranger, c'est-à-dire non grec, et puis incorrect, grossier, non civilisé, comme on le retrouve dans le dictionnaire de Liddell Scott. Le même dictionnaire enregistre des sens péjoratifs employés affectivement et au figuré pour ce terme, comme qui n'est pas encore ou n'est plus civilisé, qui appartient à un niveau inférieur d'humanité, ou bien qui est cruel sans humanité, ou encore qui va à l'encontre du bon usage, des règles du bon goût ou des lois de la raison, qui est ignorant, maladroit. On voit aussi qu'il existe quelques sens laudatifs, qui est plein de vigueur, de jeunesse, de force instinctive, qui est impressionnant, puissant, d'une beauté sauvage. En ces temps postmodernes, où l'heure est à la fragmentation ethno-linguistique et géopolitique, la description et l'identification par le nom de la langue parlée montrent un désir de reconnaissance et d'identité, passant par la métaphore du lavage, du nettoyage, de la purification ethnique et linguistique, comme dans le cas de la poussée à l'extrême du concept de minorité lorsque, après la dissolution de la Fédération yougoslave, une guerre des mots a commencé autour des noms de la langue parlée par les Serbes, les Croates et les Bosniens. Le terme bosnien désigne d'ailleurs seulement depuis le 11 février 2015 la nationalité d'un ressortissant de la Bosnie sans connotation religieuse. Le terme bosniaque portait le sème plus musulman, le terme serbe celui de chrétien orthodoxe et le terme croate celui de chrétien catholique. Quant à la langue, les Bosniens, les Serbes et les Croates parlent tous le serbo-croate, mais le serbo-croate des Bosniens et des Croates s'écrit avec l'alphabet latin, alors que celui des Serbes est écrit en cyrillique. Du point de vue politique, ce sont trois langues différentes. Linguistiquement, il s'agit de la même langue. Le syntagme serbo-croate, presque unanimement rejeté, affecte les sensibilités, au point où les Bosniens se considèrent invisibles dans ce nom. Les Serbes ne veulent pas être associés aux Croates, ni les Croates confondus avec les Serbes. Les syntagmes bosnien-serbe, bosnien-croate, bosnien-bosniaque, le slave du centre-sud ne semblent pas suffire, alors que certains linguistes des Balkans ont proposé le sigle BCMS qui reprend les initiales de chaque variante, bosniaque, croate, monténégrin et serbe. La description et l'identification des minorités se fait également par une association de symboles et de noms qui participent du système juridique et administratif d'une société. En plus de l'étoile jaune, Judenstern, devenu symbole du dispositif de discrimination, marquage et extermination systématique et organisée des Juifs par les nazis, aboutissement tragique de l'évolution en Europe du marquage de la minorité juive qui avait commencé au Moyen Âge par l'imposition visible de la rouelle jaune sur les vêtements, les dirigeants nazis s'efforcent de rendre les Juifs reconnaissables par leur nom, comme le souligne Victor Klemperer. Celui qui ne porte pas un nom clairement hébraïque et n'étant pas du tout passé dans l'usage en allemand, tel que Baruch ou Recha, doit adjoindre Israël ou Sarah à son prénom. Il doit le signaler au bureau d'état civil et à sa banque, ne l'oublier dans aucune signature, prier toutes ses relations d'affaires de ne pas l'oublier, elles non plus, dans leur courrier.
Sur l'étoile jaune, comme si elle ne suffisait pas à elle seule, le mot juif, dont les lettres sont imitées de l'alphabet hébraïque, joue le rôle d'un prénom qu'on porterait sur la poitrine. On peut noter une évolution sémiotique dans l'accumulation de signes d'identification juridico-administrative à cette époque de si tragiques souvenirs. Klemperer nous dit: sur ma carte d'alimentation, au début, il y avait un seul J isolé. Puis, plus tard, le mot juif fut imprimé en travers de la carte. Et finalement, il figura un entier sur chacun des minuscules carrés répétés une soixantaine de fois sur une seule et même carte. Les Juifs se voient ainsi imposer des prénoms pour leurs enfants, le gouvernement national-socialiste choisissant des prénoms bizarres dont seulement une minorité ont la dignité des noms de l'Ancien Testament. La pratique d'imposer des noms embarrassants n'est pas une innovation des nazis, car les Juifs de Galicie avaient connu le même traitement au siècle des Lumières par des fonctionnaires subalternes de la cour de Joseph le Second. Le gouvernement nazi emploie cette mesure délibérément pour non seulement mettre les Juifs à l'écart officiellement, mais aussi les diffamer. Et pour arriver à ce résultat, est employée la langue yiddish, considérée à l'époque par les Allemands comme une distorsion de la langue allemande, sans savoir que la prononciation yiddish correspondait à la prononciation allemande au XIIe et XIIIe siècle. En France, la loi portant statut des Juifs du 3 octobre 1940, usurpant le nom loi déniée par le Conseil d'État, précède d'un jour la loi relative aux ressortissants étrangers de race juive, énumère les professions interdites aux Juifs et donne, sous le régime de Vichy, une définition juridique à la race juive, dès son article 1er. Je cite: « Est regardée comme juif pour l'application de la présente loi toute personne issue des 3 grands-parents de race juive ou de 2 grands-parents de la même race, si son conjoint lui-même est juif. » Fin de la citation. Soucieux de parachever son œuvre, le régime destructeur du maréchal Pétain récidive l'année d'après et donne la loi du 2 juin 1941 remplaçant la loi du 3 octobre 1940 portant statut des Juifs, par laquelle est complétée la définition du syntagme race juive, toujours dès l'article 1er. Je cite: « Est regardé comme juif celui ou celle appartenant ou non à une confession quelconque, qui est issu de moins 3 grands-parents de race juive, ou de 2 seulement si son conjoint est lui-même issu de 2 grands-parents de race juive. Est regardé comme étant de race juive le grand-parent ayant appartenu à la religion juive, celui ou celle qui appartient à la religion juive ou y appartenait le 25 juin 1940 et qui est issu de 2 grands-parents de race juive. La non-appartenance à la religion juive est établie par la preuve de l'adhésion à l'une des autres confessions reconnues par l'État avant la loi du 9 décembre 1905. Le désaveu ou l'annulation de la reconnaissance d'un enfant considéré comme juif sont sans effet au regard des dispositions qui précèdent. Ainsi, par médiocrité intellectuelle et haine, par la propagande et par la peur, le régime nazi a réussi à altérer les habitudes linguistiques d'une société afin de stigmatiser, diaboliser et ainsi s'ouvrir une voie royale vers l'extermination systématique de la minorité juive en Europe. Le fait que d'autres minorités, telles que la minorité tzigane et les personnes avec handicap, ont subi le même sort de la part des nazis ne fait que souligner la haine de l'autre, de la différence, quelle qu'elle puisse être, ainsi que cette incapacité flagrante de se définir et de se donner une identité autrement que par la torture et le meurtre qui fut celle d'Hitler et de ses acolytes. L'exploitation, l'expoliation, la souffrance et l'anéantissement de l'autre ont constitué le moteur du régime nazi et la raison de la Seconde Guerre mondiale. La haine des Juifs, principalement, mais aussi de tous les autres êtres humains qu'ils considéraient comme imparfaits et impurs, a fait vivre les nazis, car, comme tout pervers narcissique, ils avaient besoin de leurs victimes afin d'exister. La non-acceptation de soi d'un Hitler ou d'un Goebbels et de tant d'autres comme eux a fondamentalement mené au génocide. Boris Cyrulnik a exprimé avec clarté et lucidité le contrat pervers passé entre ceux qui ont posé en sauveur et le peuple à qui ils ont induit l'idée qu'il avait besoin d'être sauvé. Je cite Boris Cyrulnik dans son livre publié en 2016, Ivre paradis, bonheur héroïque. Cela explique pourquoi les Allemands, enchantés par les théories biologiques qui cautionnaient le racisme, n'ont pas été désorientés par la médiocrité du Führer,
ni par le handicap physique de Goebbels. Ils ont adoré un petit brun à moustache, eux qui affirmaient que la race supérieure était composée d'hommes grands, blonds, aux yeux bleus. Ils ont obéi à un estropié, eux qui éliminaient les malades mentaux et les infirmes afin de purifier la race et de faire des économies. Fin de la citation. Les archétypes négatifs servent aussi pour dénommer l'autre. Ainsi, l'ennemi de la chrétienté est Judas, l'apôtre qui est censé avoir trahi Jésus et l'avoir vendu pour 30 piastres alors qu'il était un riche latifundiaire. Dans toutes les langues romanes, comme le remarque Amos Oz, on nomme le peuple d'Israël et les notions apparentées à partir du nom propre Judas, Yehuda en hébreu, juif, judéen, judaïsme, judéité, marquant ainsi tout un peuple d'un terme dont la connotation négative est issue d'une légende. L'histoire de Judas est devenue le Tchernobyl de l'antisémitisme occidental, comme le remarque Amos Oz dans son livre Cher fanatique, publié en 2016. Et par la suite, les pogroms, l'Inquisition, les persécutions, l'Holocauste ont trouvé leurs origines dans cette vision populiste où tous les Juifs sont des Judas. Il est intéressant ici de noter qu'en hébreu, il existe un même mot pour dire le mal et le prochain. La racine de ce mot est un ra, dont le sens est instabilité, vacillement, comme le remarque Marc-Alain Watnil. L'homme est un être en incessante évolution et révolution, pour citer encore et toujours Marc-Alain Watnil. Un être de passage qui se transforme constamment, tout comme les groupes dont il fait partie. Dans la langue roumaine, il existe les termes généraux hébreu au singulier et hévrei au pluriel, pour nommer le juif, les juifs, le peuple juif, originaire de l'hébreu ivri, provenant de Héber, personnage biblique de la Genèse, descendant de Sem, ancêtre des Hébreux, dont le sens porte les Sem passages, traversées, ponts. Ces termes roumains ne sont pas balancés affectivement comme le sont tous les cognacs provenant de Judas dans les autres langues romanes. À noter que le roumain possède des termes péjoratifs pour dire juif, qui sont formés exclusivement à partir du nom propre Judas, Jidan, Jidov, Jid. Cette langue romane exprimant clairement dans l'usage et la perception des locuteurs l'influence négative du nom de ce personnage biblique. À travers ces exemples, l'on se rend compte du fait que le mal est cette philosophie de l'emprise, de la mainmise et de la compréhension qui veut enfermer les autres dans des définitions, à les étiqueter. Au fond, cela nous rassure car nous avons l'impression de maîtriser leur étrangeté, de les fixer dans une place qui arrête leur mouvement. À la fin de cette brève incursion dans l'univers nominatif des minorités, on comprend que l'affect nous affecte et que le différent par excellence, c'est l'étranger, comme le disait Umberto Eco. Du nègre au juif, en passant par le barbare, le minoritaire est décrit par des mots appartenant à des champs sémantiques négatifs. Et l'on cite encore Umberto Eco. Le nègre est laid, l'ennemi doit l'être car on identifie le beau au bon, kalokagatia en grec. Et l'une des caractéristiques fondamentales de la beauté a toujours été ce que le Moyen-Âge appellera plus tard integritas, c'est-à-dire posséder la même chose que le représentant moyen d'une espèce donnée, si bien que parmi les humains seront ceux à qui il manque un bras, un œil, qui ont une taille inférieure à la moyenne ou une couleur inhumaine. La peur éloigne l'autre de nous et le peint dans des couleurs les plus sombres. Au carrefour de la linguistique, du droit, de la politique, du socioculturel, du psychologique, de l'anthropologique, du spirituel, le fait de nommer l'autre conserve sa vocation première de faire et se faire exister au sein du groupe. Jamais neutres ou anodins, les noms des groupes d'êtres humains ont toujours fait couler de l'encre et du sang. Faisant partie de la pensée symbolique, ils aident à mettre en lumière les modalités de l'être. Empreint d'une nostalgie des origines et du besoin de s'inscrire dans l'histoire, dans le temps, ces noms témoignent de la quête éternelle, la plus profonde de tout être humain. La quabilité de Dworkin, la quête de la réponse à la question « Quoi ? Qui suis-je » Être historique en Occident ou en communion avec la Pachamama, la mère nature, dans d'autres régions terrestres, l'homme attache la même importance sacrée au nom, qui le lie aux autres membres du groupe, à la façon du souverain lieur ou Dieu lieur, évoqué par Mircea Eliade et Georges Dumézil dans leurs études sur la mythologie indo-européenne. Le liage peut être très fort, comme le montre Lévinas, et il peut enchaîner l'homme à son corps, à sa race, ce qui peut donner d'innommables atrocités,
comme le furent les idéologies nationales-socialistes et fascistes. Il incombe aux faiseurs de lois et des noms dans la police, juristes, politiciens, linguistes, une tâche difficile, ainsi qu'une grande responsabilité, car ils sont eux aussi sujets au pouvoir du nom, celle de faire en sorte que la survie de l'individu et du groupe, donc de l'humanité en fin de compte, reste assurée. Ceci est, in fine, la tâche première du droit, le noumikos, qui doit réguler les passions, le pathos, afin que le vivre ensemble puisse avoir lieu et se poursuivre.